Bonjour à tous, à ceux qui sont arrivés un petit peu après. Alors, bienvenue dans ce webinaire mensuel, bien sûr, la solution de Price Labs. Alors, on va commencer d'ici peu, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on va encore attendre un tout petit peu afin de voir si bien d'autres participants qui étaient inscrits vont rejoindre ce webinaire parce qu'on avait beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Je répète pour ceux qui n'avaient pas entendu, on a une boîte à questions vers laquelle vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de ce webinaire, bien entendu sur le webinaire qu'on va voir aujourd'hui, sur la matière que l'on va voir aujourd'hui. Donc, on va attendre encore une petite minute, il est 15h32 à 15h33, on va commencer. Et comme ça laisse le temps aux retardataires d'arriver. Alors, avant de commencer, donc c'est moi qui vais présenter le webinaire aujourd'hui, c'est moi qui vais répondre aux questions. Ce que je compte faire, c'est que comme je vous l'ai indiqué, il y a la boîte à questions. Vous pouvez poser vos questions sur la matière de ce webinaire. Je vais regarder ces questions toutes les 5 minutes afin de pouvoir y répondre en live. Donc, je vous inviterai à poser des questions d'accord sur ce qu'on va voir aujourd'hui, ça c'est important. Si vous avez des choses qui bien concernent votre compte, un petit problème que vous rencontrez, là, je vous inviterai à voir le support parce qu'on ne va pas du coup traiter des sujets spécifiques à votre compte aujourd'hui. Et alors s'il y a des problèmes, si on ne m'entend pas bien à un moment ou à un autre, s'il y a un problème avec le chargement d'une page, d'accord, que je suis en train de présenter, n'hésitez pas à me l'indiquer dans la boîte à questions pour que je puisse régler le problème tout de suite. L'idée, c'est que vous puissiez avoir accès un maximum à ce qui est présenté. Bon, on va pouvoir commencer. Écoutez, bienvenue à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire mensuel de Price Labs. Moi, c'est Valentin Mondio, je fais partie de l'équipe des solutions consultantes pour le marché francophone de PriceLab. Donc, mon rôle, c'est bien de faire des onboarding aux utilisateurs, de les accompagner durant leur expérience de PriceLabs et faire des webinaires, présenter des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, ce que j'indiquais, je le répète, c'est important, donc on a une boîte à questions via laquelle vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire. Je vous demande de poser des questions sur la matière qu'on va voir aujourd'hui. Je suis tout seul aujourd'hui pour présenter, donc je vais tâcher de répondre à vos questions toutes les 5 minutes. Je vais aller voir un petit peu dans la boîte à questions les questions qui sont posées et répondre en live. Donc, n'hésitez pas, d'accord, on est là pour partager aujourd'hui, pour justement, les questions que vous avez. Il y en a sûrement d'autres qui les ont également. Donc, on va tout de suite voir le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les différentes options qui vous sont données dans PriceApps et au niveau des personnalisations, voir comment on peut du coup trouver le bon équilibre entre les automatismes que l'on va mettre en place, les automatisations au niveau de ces personnalisations, les ajustements que l'on peut faire. Donc ça, c'est important. On a beaucoup de personnalisations qui vous sont données dans PriceApp, beaucoup de choses qu'il est possible de faire. Et l'idée, c'est de trouver un bon équilibre entre ce qu'on va mettre en place de manière automatique et ce qu'on va pouvoir ajuster directement de manière manuelle. Alors, l'agenda du jour, c'est celui-ci, du coup. On va voir dans un premier temps, de nouvelles actualisations ont été faites sur les pages. Donc, on a des pages qui sont plus rapides maintenant. On va voir lesquelles ont été impactées par ces actualisations. Dans un deuxième temps, on va voir la bonne configuration qu'il y a lieu de mettre en place et on va voir comment il est possible en faire de voir si ce qu'on a mis en place, c'est correctement configuré. Ensuite, on va, dans un deuxième point, voir plus de transparence, une expérience plus sûre. Alors, on a la possibilité maintenant dans un nouveau menu des personnalisations de voir ce qui est actuellement mis en place, d'accord, et voir si ces différentes règles elles permettent en fait de venir avoir de la cohérence, d'accord, dans ce qui est mis en place au niveau des prix, au niveau des durées de séjour, s'il n'y a pas des choses qui rentrent en conflit. On a la possibilité maintenant de faire des tests avant de mettre en place des personnalisations au niveau des prix, c'est ce qu'on va regarder. Et puis, on va avoir un dernier point sur comment analyser un peu plus dans le détail notre marché et les concurrents avec lesquels on travaille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer toujours d'une page de présentation, d'accord, vous présenter un peu les différentes choses, et puis aller dans l'outil de Pressa pour vous montrer plus concrètement comment sont présentées chacune de ces choses. Alors, avant d'aller un peu plus loin, donc dans PriceLabs, chez PriceLabs, en fait, vous avez des webinaires qui sont organisés chaque semaine, chaque mois, en tout cas pour certains. Chaque semaine, on a d'abord le PriceLab basique, donc la configuration de votre compte, la mise en place de votre compte, c'est le PriceLab 101. Il est donné toutes les semaines, le mardi, excusez-moi, le mardi à 16h.
On a ensuite le Price-Labs 201 sur les fonctionnalités avancées, les stratégies de tarification. Et là, ici, ça concerne également la possibilité d'analyser les performances de vos logements. Et ce webinaire, il est donné le lundi à 16 heures. Ensuite, on a d'autres webinaires qui sont donnés sur le Market Dashboard, sur le Portfolio Analytics. Ceux-ci sont en anglais pour le moment. On va très bientôt les proposer en français. Et ceux-là, ils sont donnés à différentes heures parce que ça dépend un peu la zone géographique sur laquelle on se trouve. Et si en anglais, vous avez différents temps horaires que vous pouvez consulter sur le site hellopricelabs.co. Également dans Pricelabs, vous avez à votre disposition, et je vais vous montrer comment y accéder, eh bien, toute une série de ressources. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est pas assez, dont les gens ne sont pas assez au courant, mais vous avez beaucoup de choses qui vous sont proposées afin de vous former sur l'outil de Pricelabs. Donc, je vais vous montrer comment y accéder dans le compte directement. Ça va être plus simple de vous montrer par ici. Alors, donc quand vous êtes dans votre compte Pricelabs, vous allez venir ici sur les initiales que vous avez en haut à droite de votre compte, vous allez cliquer et ici vous avez différentes sections dans la section formation. Lorsque vous rentrez dans cette section formation, vous avez ici la Pricelabs Academy, quelque chose qu'on a lancé récemment, d'accord, donc qui vous permet de venir utiliser des choses qui sont en self-service pour vous former sur l'outil de Pricelabs. Donc cours à votre rythme, vous avez différentes choses qui vous sont proposées afin bien, de grandir dans l'apprentissage de Pricelabs. Alors, ce que vous pouvez faire ici, vous avez les webinaires à la demande, d'accord? Les webinaires à la demande, c'est les webinaires, bien sur, ce que je vous ai présenté en début de session. Donc les différents webinaires qu'on propose sur, les, différentes solutions de Priceable, sur les différents outils de Priceable, la mise en place de Priceable, le portfolio analytics, le market dashboard, les sessions de formation en direct, des choses comme aujourd'hui, donc des webinaires un peu différents, comme les webinaires mensuels. On a les articles d'aide. Alors on a une base d'informations très détaillée dans Priceable, on a énormément d'articles. En fait, toutes les personnalisations, toutes les choses que vous pouvez mettre en place, les différentes sections de Priceable sont vraiment expliquées dans cette base de données, avec tous nos articles d'aide. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de choses que vous pouvez consulter. Et à chaque fois que vous vous posez une question sur une personnalisation, par exemple, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place, je vous conseille vraiment d'aller voir cet article d'aide parce que vous avez non seulement en fait l'explication bien de l'impact de ces personnalisations, mais vous avez au niveau technique également toute une série d'informations qui est donnée pour mieux comprendre comment cela bien, va agir sur vos prix, sur vos durées de séjour ou autres éléments que vous souhaitez impacter dans PriceApp. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Et enfin, le dernier, la base, le canal YouTube que l'on a, où là, on a en fait toutes des vidéos. Alors, vous avez euh, différentes sections, la section anglophone, la section francophone, la section portugaise, la section espagnole. Donc, on va aller vers la section francophone. Et là, vous avez toute une série de vidéos, d'accord, sur comment mettre en place telle personnalisation, comment mettre en place telle durée de séjour. Et là, bien, c'est un support vidéo qui vous est donné afin de mettre en place en fait ces différentes choses et que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne. Donc, le canal YouTube est très intéressant et quand vous êtes aidé par les articles d'aide afin de comprendre une technique, avoir un peu plus de détails, c'est aussi quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors, au niveau donc des pages plus rapides, voici les pages qui sont impactées donc par les actualisations qu'on a mis en place récemment et qui font bien que les pages sont beaucoup plus rapides. Alors, dans un premier lieu, on a le tableau de bord des prix. Donc, le tableau de bord des prix, il a également été retravaillé, d'accord? Vous l'avez sûrement déjà vu si vous travaillez depuis un certain moment avec PriceAbs. C'est beaucoup plus rapide. Donc, maintenant, en fait, la page se rafraîchit beaucoup plus rapidement, même si vous avez un gros volume de logements dans ce tableau de bord. Et quand vous faites différentes modifications, vous allez voir que ça s'actualise de manière beaucoup plus rapide. Le multi-calendrier, alors là, si vous avez beaucoup de logements, vous avez dû voir que le multi-calendrier, en tout cas avant, c'est pas que c'était lent, mais il y avait une certaine latence quand on rafraîchissait les données, quand on faisait des sauvegardes ou quand on faisait des ajustements. Et ici, ça a vraiment été travaillé pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc depuis le multi-calendrier, maintenant, quand on fait des modifications, des ajustements, quand on souhaite aller d'une période à une autre, ça s'actualise de manière beaucoup plus rapide et c'est vraiment très intéressant. Alors ceux qui ont beaucoup de logements, le multi-calendrier, c'est vraiment un outil que je recommande, ou en tout cas quand vous avez un certain volume de logement, même si vous en avez voilà, 5-6, c'est toujours intéressant de travailler avec le multi-calendrier parce que vous voyez l'ensemble de vos prix, les différentes dates. Et du coup, le fait de l'avoir plus rapide, plus fluide maintenant, c'est quelque chose qui vous permet de travailler d'une manière beaucoup plus euh, détendue, si je peux dire. Ensuite, le calendrier de tarification. Et là, ici, quand on est dans le calendrier individuel d'un logement, on va avoir les informations qui vont se rafraîchir beaucoup plus rapidement quand on fait un enregistré actualisé.
notamment, eh bien, l'information va se rafraîchir plus rapidement dans le calendrier quand on fait un synchronisé maintenant ou quand on vient faire un ajustement directement sur une date, une exception spécifique à la date, eh bien, on va avoir les pages qui vont se rafraîchir plus rapidement. Et enfin, le dernier et pas des moindres, les données sur le quartier. Et là, on ira un peu plus dans le détail sur ces données sur le quartier tout à l'heure, mais là, dans les données sur le quartier, vous avez notamment la map où vous pouvez voir, eh bien, les concurrents qu'il y a dans votre quartier et tout ça est également beaucoup plus rapide. Quand on sélectionne des concurrents et qu'on les fait apparaître dans le tableau, eh bien, ça va venir rafraîchir, avec une latence beaucoup moins importante qu'avant. Donc là, on a des pages qui chargent beaucoup plus rapidement, surtout quand on a un certain volume de logement. C'est vrai que parfois, en fait, on pouvait avoir de la latence, au bout d'un certain moment et là maintenant, eh bien, on a travaillé beaucoup là-dessus. Les actualisations font que les pages se chargent de manière plus fluide. Alors, on va venir maintenant aux principales personnalisations de PriceLabs. Alors, dans PriceLabs, vous avez des choses, d'accord, qui sont, que vous allez configurer directement, d'accord, et qui sont vraiment les bases, les points de départ de votre tarification. Donc, on a le prix de base, le prix minimum, les durées minimum de séjour. Ça va vraiment être les 3 éléments clés pour commencer à, avoir un outil de tarification dynamique qui travaille de manière autonome, d'accord? Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'algorithme de PriceLabs, il va s'adapter automatiquement aux conditions changeantes du marché. D'accord? Donc vos prix vont être actualisés dans le calendrier sur base de ce que le système détecte sur le marché. Donc je vais revenir, je vais aller maintenant dans la plateforme de Pricehab et on va aller voir ceci pour un logement et vous donner un petit peu plus de détails, d'accord, sur bien le fonctionnement de ces modèles. Alors, si je viens dans le tableau de bord, petit tip pour ceux qui ne le savent pas, si vous cliquez sur le bouton Pricehabs en haut à gauche, vous revenez directement sur le tableau de bord. Ça fait gagner un clic et c'est toujours intéressant de le savoir. Alors, quand vous allez, ici sur la page d'un logement, voilà, un logement qui est à Paris par exemple, voilà, vous cliquez sur réviser vos prix ou vous cliquez sur le nom, ça revient au même. Donc donc les principales personnalisations, celles qu'il y a à mettre en place quand vous commencez avec PriceApp, ce qui va vraiment être le point de départ de toute action dans PriceApp, ça va être le prix de base, le prix minimum, la durée minimum de séjour. Donc on a l'aide au prix de base qui est fournie ici et moi je vais un prix de base sur lequel je vais cliquer pour venir, eh bien, déterminer ce que serait un bon prix de base. Et ce que je voulais vous rappeler ici, je vais aller sur basé sur le marché, c'est que sur la carte que vous voyez ici, eh bien, vous avez, d'accord, le quartier que le système de PriceApp détermine. Donc, toutes ces annonces que vous voyez là, ces points verts, ces points oranges qui la couleur en fait indique plus on est vers le vert, plus on est sur des logements économiques, plus on va vers le jaune rouge, plus on est sur des logements qui sont chers. Alors ces points sont toutes des annonces Airbnb qu'il y a sur votre quartier. Et ce que fait le système, l'algorithme de PriceApp, eh bien, il va déterminer une zone restreinte, d'accord, avec des annonces aux caractéristiques similaires. Dans ce cas-ci, moi, ce sont des logements 3 chambres, parce que j'ai un logement 3 chambres, et il va du coup prendre des annonces dans cette zone restreinte. L'idée, c'est d'avoir un marché, un quartier. Dans PriceUp, on parle de quartier, mais c'est un marché concrètement, d'avoir un marché, un quartier qui est du coup ajusté et qui vous permet d'avoir une tarification qui s'ajuste vraiment du coup à cette zone assez restreinte. On essaie d'être le plus local possible, ça sert à rien. Là ici, on est sur Paris, ça sert à rien d'aller chercher des logements qui sont en Seine-Saint-Denis pour calculer les prix d'un logement qui est dans le 6e arrondissement. Vous comprenez la pertinence d'avoir des données dans une zone très locale. Donc, par logement, le système va aller chercher toutes ces annonces-là, il va construire ce quartier. Et l'idée, en fait, c'est de construire un modèle de prix à part, à partir du coup de ces données-là. Et donc, tout ce que vous allez avoir comme données qui va être travaillé dans PASSA va être fait à part, à partir de ces données-là. D'accord? Le système, l'algorithme détecte comment ce quartier, dans ce cas-ci, les annonces que l'on voit ici, comment ce quartier se comporte, comment ce quartier fonctionne. Et du coup, il commence à vous recommander des prix, à vous recommander des durées de séjour. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, pour le choix du prix de base, eh bien, vous allez indiquer au système 2 paramètres. La première chose, c'est la catégorie de propriété. La deuxième chose, c'est le choix du nombre de chambres. Pour la catégorie de propriété, concrètement, c'est indiqué au système. Ah oui, juste une petite chose, ça peut être intéressant pour certains marchés. Vous avez ici l'outil Polygone, d'accord, qui vous permet de délimiter une zone. Si par exemple, vous vous dites, bon, ben moi, il y a tous les logements qui sont au-dessus du carré ici. Le carré, c'est votre annonce. Tous ceux qui sont là, en fait, ils ne m'intéressent pas. Je préfère prendre ceux qui sont en bas. Eh bien, je viendrai déterminer une zone qui serait dans, ce, dans cette zone-là. Et du coup, vous allez voir que le système de pressave ne va prendre en compte, alors il faut que je la termine, hop, ne va prendre en compte du coup que cette zone-là pour venir déterminer le prix de base. Alors dans ce cas-ci, il ne me laisse pas terminer la zone, voilà, non, il faut que la, voilà.
En tout cas, quand vous déterminez une zone ici, eh bien, le système va calculer un prix de base qui sera uniquement basé sur les logements qui sont inclus dans cette zone. D'accord? Donc, on ne prendra plus l'entièreté des logements que vous voyez sur la carte, mais uniquement ceux que vous avez déterminés via la zone que vous avez choisie. Ceci dit, là, ici, on va rester sur la zone que le système a déterminée et on va indiquer deux paramètres. Donc, la première chose, la catégorie de propriété. La catégorie de propriété, c'est indiquer au système quelle est la position tarifaire que je souhaite adopter pour mon logement. Économique, milieu de gamme, haut de gamme. Économique, on va partir sur de l'économique si on a un logement d'entrée de gamme ou alors parce qu'on souhaite se positionner bas sur le marché. Pourquoi on souhaiterait se positionner bas en termes de tarifs? Eh bien, on a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Ça peut être parce qu'on a un nouveau logement qui n'a pas encore de commentaires, qui n'a pas encore de réservation et pour lequel on souhaite avoir un positionnement agressif en termes de prix, de manière à pouvoir pénétrer le marché rapidement. Ou peut-être parce que notre logement, on se rend compte qu'on a du mal à louer et du coup, on souhaite baisser les prix. Donc, on souhaite avoir un prix de base un peu moins important histoire d'être plus compétitif et de proposer des prix plus abordables afin de pouvoir avoir des réservations. Ensuite, on a la catégorie milieu de gamme, si on souhaite se positionner sur une partie médiane du marché en termes de tarifs. Donc là, on est dans des logements d'accord de catégorie standard. On souhaite être pas trop loin du prix moyen du marché, donc on va aller choisir la catégorie milieu de gamme. Et enfin, on part sur du haut de gamme quand on a des logements de qualité supérieure, quand on a des logements qui sont vraiment qui touchent à tout ce qui est premium, ou alors parce qu'on offre beaucoup de services pour ces logements-là, et donc ces services sont inclus dans le prix, ce qui fait qu'on a des prix plus élevés. Ça peut être également des logements qui seraient plutôt standards, d'accord, de bonne qualité, mais par contre pour lesquels on a vraiment quelque chose qui fait la différence par rapport au reste du marché. Par exemple, moi je suis sur Paris, imaginez que dans cette zone-là, j'ai un logement qui a une grande terrasse ou alors qui a une place de parking. C'est quelque chose qui est très valorisé, valorisable. Et donc à ce moment-là, on peut partir sur du haut de gamme parce qu'on sait que faire rentrer ça dans le prix, ça va donner beaucoup de valeur à notre logement. Très important, toujours vous demander si vous choisissez du haut de gamme, est-ce que vous êtes haut de gamme par rapport au reste des logements de la zone dans laquelle vous évoluez? Parce que si tous les logements aux alentours sont des logements haut de gamme et que vous vous positionnez en haut de gamme, enfin si vous avez tous des logements d'accord premium de grande qualité et vous vous positionnez en haut de gamme, vous allez être sur les prix les plus élevés du marché. Donc regardez toujours si les prix, eh bien, ils sont cohérents par rapport au reste du marché. Donc ça, c'est pour la catégorie de propriété. Donc une fois qu'on a déterminé, on va indiquer le choix du nombre de chambres. Donc moi, j'ai un logement 3 chambres. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ici les 3 chambres afin d'avoir donc 2 éléments pour que le système me détermine un prix de base. Important, si vous avez par exemple un logement 3 chambres, mais qui a une capacité d'accueil supérieure, par exemple vous avez 2 couchages en plus, 1 ou 2 couchages en plus, si vous ne pratiquez pas des frais pour personnes supplémentaires sur les plateformes, d'accord? Si vous en pratiquez, vous laissez en 3 chambres parce que vous savez de toute façon que si vous avez une réservation pour 8 personnes et qu'au-delà de 6, imaginons, on reste sur le 3 chambres, au-delà de 6, vous facturez 10 à 15 € par personne supplémentaire, vous laissez en 3 chambres. Par contre, si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez que soit reflétée cette capacité supérieure dans votre prix de base, vous venez sélectionner 3 et 4 chambres ici afin que le système prenne une moyenne entre ces 2 valeurs. D'accord? Alors, autre chose importante, si vous travaillez avec PriceLabs et que vous n'avez par exemple pas de multiplicateur, alors si vous travaillez avec un PMS et que vous avez un multiplicateur de revenus sur le PMS, très bien, vous mettez votre prix de base, le prix que vous souhaitez envoyer au PMS ou au channel manager avant d'augmenter les prix pour que les prix arrivent sur les plateformes, pour couvrir les commissions des plateformes, d'accord? Par contre, pas de si vous n'avez pas, pardon, de multiplicateur de revenus sur les channels ou sur les PMS, ou bien que vous ne travaillez pas avec cela et que vous souhaitez en fait que dans le prix de PriceLab soit reflété également une certaine augmentation pour couvrir les commissions des plateformes, si vous en pratiquez, d'accord? Indiquez-le également dans votre prix de base. Indiquez un prix de base et peut-être indiquer ce pourcentage d'augmentation pour que le prix qui soit reflété sur la plateforme soit le prix qui prenne en compte également la commission qui va vous être fonctionner par les plateformes. Ça, c'est important, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut toujours bien regarder parce que le prix qui va être envoyé par PriceLabs à votre PMS, votre channel manager ou la plateforme de réservation, ce sera le prix à la nuitée, d'accord? Donc là, sur ce prix sera appliquer les commissions des plateformes, les taxes et d'autres choses également. Donc si vous souhaitez que ce soit reflété dans PriceLabs, augmentez votre prix de base légèrement de ce taux-là. Et enfin, vous avez ici ce graphique de saisonnalité qui vous montre ce prix de base, comment il va fluctuer sur l'année, euh, sur l'ensemble de l'année. Donc là, vous voyez que moi, mon prix de base, il va fluctuer entre 574 € pour le mois de février et ici 1014 € pour le mois de juin, qui est la haute saison sur mon marché. Si ces prix vous semblent corrects, vous auriez ici la possibilité de venir confirmer ce prix de base et du coup, ça viendra se refléter dans votre calendrier. Alors, la deuxième chose qu'on va indiquer dans le précepte, très importante également, d'accord?
c'est pas obligatoire, mais nous vous recommandons vivement pour éviter les mauvaises surprises, ça va être ce prix minimum. Donc, le prix minimum, c'est la garantie de ne pas avoir les prix d'empruntables qui vont descendre en dessous de cette base-là. Donc moi ici, il est à 500 €, je me donne je m'offre la garantie de ne pas avoir des prix qui vont descendre en dessous de 500 €. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'un algorithme de tarification dynamique, ce qu'il fait en basse saison, s'il y a très peu de demandes, il va baisser les prix. Il va baisser les prix probablement plus fort que ce que vous auriez fait. Si vous n'avez pas de prix minimum, vos prix risquent de descendre assez bas. Pourquoi? Parce que quand on est en basse saison, l'outil de tarification dynamique, eh bien, son objectif, c'est d'aller chercher le peu de demandes qu'il y a sur le marché. Donc, s'il y a peu de demandes sur le marché et que les prix sont plus compétitifs ailleurs, on va baisser les prix de manière à vous faire avoir des réservations. Donc, le prix minimum, très important. Prix plancher, en dessous duquel vous ne souhaitez pas descendre, même dans la plus basse des saisons, ce qui vous évite d'avoir des mauvaises surprises sur certaines saisons. Enfin, vous avez le prix maximum. Alors, le prix maximum, c'est vous qui décidez si vous souhaitez le configurer ou pas, d'accord? Vous n'êtes C'est pas une obligation, on le recommande pas aussi vivement que pour le prix minimum. Par contre, si vous voyez que sur certaines saisons, vos prix montent très haut et que vous souhaitez les limiter pour ne pas avoir, par exemple, des clients qui viennent avec des grandes exigences et qui risquent de vous faire de la mauvaise publicité, à ce moment-là, prix maximum peut être une solution pour venir, eh bien, limiter l'augmentation des prix. Encore une fois, c'est votre décision, c'est vous qui voyez si vous souhaitez le mettre ou pas, ou si vous souhaitez laisser l'outil tarification dynamique pousser les prix et voir jusqu'où il monte. Petite remarque sur le prix minimum, en général, si vous ne savez pas quoi indiquer comme prix minimum, alors en général, ça va être une exigence du propriétaire, ça va être un seuil de rentabilité pour votre agence, d'accord? Et si vous n'avez pas forcément d'idée, considérez que nous, chez Pricem, on recommande qu'il y ait une différence de 20 entre le prix de base et le prix minimum. Pourquoi? Pour laisser de la marge au système, d'accord, entre ces 2 prix. Si vous avez un prix minimum qui est très proche de votre prix de base, eh bien, vous allez probablement en basse saison être tout le temps à votre prix minimum. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la marge pour que le système puisse calculer les prix et avoir des prix dynamiques qui montent et qui descendent, en fonction de l'état de la demande sur le marché. Donc ça, c'est pour, les différents prix. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est les durées minimum de séjour. Donc on va aller venir ici sur appliquer personnalisation, cliquer sur modifier. Alors, les paramètres de séjour minimum. Alors, avant toute chose, vous avez, comme pour le prix de base, quelque chose qui est très similaire, un outil qui vous montre un peu, eh bien, ce qui est proposé sur le marché en termes de durée de séjour. Donc si vous cliquez sur «Aidez-moi à choisir les durées de séjour minimum», vous allez sélectionner «Privilégier la courte durée», car on est en général sur de la courte durée, d'accord? Si vous souhaitez voir les durées de séjour pour la moyenne durée, vous viendrez sélectionner ici la moyenne durée. Nous, on va rester sur la courte durée, ce qui nous concerne, quasiment tous, et on va cliquer sur «Valider». Et donc, ce que va faire le système ici, eh bien, il va regarder notre quartier, notre marché qu'on a vu tout à l'heure, toutes les annonces RMB aux alentours, et il va venir scruter un peu quelles sont les durées de séjour qui sont appliquées et qui fonctionnent. Quand je dis qui fonctionnent, qui font avoir des réservations, et donc qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur votre marché. Donc, le système vous indique ici la règle générale, c'est-à-dire la règle qui est appliquée en général sur le marché, en dehors de certaines conditions, en dehors de certaines saisons. Dans ce cas-ci, c'est du 3 nuits minimum, c'est-à-dire qu'en règle générale, la plupart du temps, la règle de durée de séjour minimum sur mon quartier est de 3 nuits minimum. Et puis on a 3 règles ici qui viennent, eh bien, dynamiser cette durée de séjour en fonction de la fenêtre de réservation. Ici, on a les durées lointaines, autrement dit, eh bien, longtemps à l'avance, et c'est moi qui détermine ce qu'est longtemps à l'avance, eh bien, je peux indiquer au système que je souhaite que ma durée de séjour soit plus importante. Dans ce cas-ci, par exemple, vous voyez ici, au-delà de 3 mois, 90 jours ici, eh bien, en général, les gens passent à 4 nuits. C'est-à-dire que si une réservation est faite aujourd'hui, on est le 19 février, mars, avril, mai, le 19, s'il y a une réservation qui est faite aujourd'hui pour le 19 mai et après le 19 mai, elle sera de 4 nuits minimum. Et en général, les gens passent à 5 nuits lorsque c'est 180 jours à l'avance, autrement dit 6 mois à l'avance. Ensuite, on a la règle de dernière minute. Cette règle de dernière minute, eh bien, c'est un peu le contraire. On vient flexibiliser notre durée de séjour sur la dernière minute. Et encore une fois, c'est nous qui déterminons ce qu'on appelle la dernière minute. Ce que font les gens en général sur mon quartier ici, c'est que, eh bien, dans les 29 derniers jours, d'accord, on n'est plus à 3 nuits, mais à 2 nuits. C'est-à-dire que dans le dernier mois avant la location, eh bien, on passe à 2 nuits. Et dans les prochains 6 jours, donc d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, eh bien, on passe à une nuit si on n'est pas encore loué. C'est comme ça que les durées de séjour en dernière minute fonctionnent sur mon marché. Et enfin, les nuitées orphelines ici, les nuitées orphelines dans PriceHub, eh bien, ça va être des trous dans le calendrier entre deux réservations, qui va être le premier critère, qui ne sont pas réservables selon la durée de séjour au moment où ce trou arrive dans le calendrier. Deuxième critère. Donc, autrement dit,
trous entre 2 réservations dans votre calendrier et qui ne sont pas réservables, ces trous, d'accord? Ce qui fait que ces nuits, elles bien, sont considérées comme orphelines, c'est-à-dire que c'est des nuits qu'on ne peut pas louer et c'est dommage parce qu'on voudrait remplir notre calendrier. Du coup, dans Priceable, on a la possibilité de dire au système: «OK, d'accord, bien, moi, je veux que même si ma durée de séjour pour ce moment-là, elle indique que ces trous ne sont pas réservables, je souhaite les ouvrir dans des cas exceptionnels, sous certaines conditions», et c'est ce qu'on indique avec l'unité orpheline. D'accord? Donc on peut indiquer au système qu'ici, eh bien, on ouvre le calendrier pour, par exemple, les nuits entre 1 et 4h30, tous les trous entre 1 et 4h30, d'accord? Et on indique quand on souhaite que cela s'ouvre. L'idée, c'est de se dire: «OK, si j'ai un trou, je souhaite quand même le remplir». L'idée, c'est d'avoir un maximum de remplissage et donc j'ai cette règle conditionnelle qui me permet de venir, hem, d'ajuster mes durées de séjour en fonction de ça. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité d'appliquer et personnaliser. Si vous faites ça, eh bien, ça va, je vais le faire d'ailleurs comme ça, prendre les durées de séjour qu'il a détectées sur le marché et va me les appliquer à mon logement. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu ici va s'appliquer pour, eh bien, mon, mon logement. Et si je reviens, d'accord, sur moi choisir la durée de séjour, imaginons que je n'ai pas appliqué personnalisé, ce que vous pouvez faire, c'est d'accepter par exemple d'avoir les durées de séjour en lointaine et en dernière minute, pardon, en lointaine et en dernière minute qui s'appliquent. Par contre, les minutes orphelines, ça vous intéresse pas, vous ne souhaitez pas en configurer, du coup, vous décochez la case et le système n'appliquera que la dernière minute et les lointains. Je ne vais pas le refaire, mais en tout cas, sachez que vous pouvez appliquer tout, appliquer certaines règles ou ne pas les appliquer et venir indiquer les durées de séjour avec lesquelles vous travaillez en règle générale. D'accord? Donc voilà comment ça se profile. Vous voyez que ces règles de séjour, du coup, sont indiquées. Donc je vais voir si on a des questions jusqu'à maintenant. Je n'ai pas l'impression, je vais quand même regarder. Donc je rappelle, hein, vous avez la boîte à questions, donc c'est la boîte à questions dans ce webinaire qui vous permet de venir poser des questions auxquelles je réponds en live et au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de questions, c'est super. J'imagine que du coup, de votre côté, c'est très clair. Donc revenons sur nos slides et voyons eh bien, ce qu'on va voir maintenant dans une prochaine étape. Donc on va voir les personnalisations améliorées. Alors, dans Price Labs, une erreur qu'on peut faire parfois, c'est de venir vouloir configurer beaucoup de choses. On a énormément de personnalisations qui vous sont disponibles et parfois on est tenté de faire beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'on ben, je vais essayer d'augmenter les prix du week-end, je vais essayer dans la dernière minute de diminuer les prix autant. On veut mettre beaucoup de choses en place, d'accord? Et parfois ça peut nous desservir. Ça peut desservir la stratégie qu'on met en place, ça peut venir augmenter ou diminuer les prix à des périodes où c'est pas forcément la peine. Et du coup, eh bien, desservir un peu les résultats qu'on souhaite avoir. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui à comprendre quand on commence avec PriceLabs, c'est qu'il faut du coup rester, rester serein avec les personnalisations et peut-être pas se lancer dans trop de configurations. D'accord? Donc, on a maintenant la possibilité de vous montrer, alors via le menu qu'on va voir juste après, ce qui est actif. Donc, les personnalisations qui sont actives pour le moment, d'accord, qui viennent travailler vos prix. Ça vous permet de voir en fait tout ce qui est appliqué pour le moment et de voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent être en conflit l'une avec l'autre. D'accord? L'idée, c'est de se dire, OK, si j'ai par exemple une remise des dernières minutes qui s'applique sur la dernière minute de autant, mais que pourtant j'ai augmenté les prix dans le week-end, enfin, je vais avoir deux paramètres en fait euh, qui viennent rentrer l'un dans l'autre. Et du coup, au fait, au lieu d'avoir une diminution, ce que je pensais avoir, j'ai quelque chose qui reste assez stable. C'est un peu l'idée, c'est de voir, OK, peut-être que cette personnalisation-là en termes de prix vient, du coup se superposer à celle-là et ça donne le résultat, ça donne pas le résultat que je voulais avoir. Donc l'idée, c'est d'avoir à vue ces différentes personnalisations qu'on a mis en place et de pouvoir voir si elles sont cohérentes les unes avec les autres. Ensuite, on a la possibilité maintenant, de voir en fait l'impact d'une modification de personnalisation et je vais voir un petit peu dans le détail. Donc je vais pas, on va re-rentrer dans l'outil de Pressable et on va aller voir d'abord alors on va d'abord aller voir ce qui est mis en place. Donc, vous avez maintenant donc ce menu, d'accord, et vous voyez ici en actuellement appliqué, eh bien, vous pouvez voir, donc d'abord, vous avez les paramètres de séjour minimum, d'accord, qui vous montrent quels sont les paramètres de séjour minimum que vous avez mis en place. Et ensuite, vous avez ici les je vais y arriver, les personnalisations que vous avez mis en place en termes de prix. Alors, ici, j'ai peut-être quelque chose un peu différent de vous parce que c'est un appartement ouais d'accord, OK, ouais, c'est quelque chose qui est en résidence, qui peut être en résidence hôtelière, donc vous avez probablement quelque chose de différent, mais l'idée est la même. Je vais en prendre un d'ailleurs, un différent parce que sinon ça risque de vous, heu, mettre de la confusion, ce que je ne voudrais pas, donc on va partir sur celui-là par exemple. Hop, peut-être plus tard. Donc voilà, actuellement appliqué, donc on a les paramètres de séjour minimum. Et puis ici, on a voilà, les paramètres, les personnalisations qui sont appliquées. Alors ici, c'est important.
Vous voyez les prix dernière minute, les tarifs lointains, les tarifs journée orpheline, l'ajustement basé sur l'occupation. Alors, vous voyez que les interrupteurs sont éteints. Les interrupteurs sont éteints et pourtant, vous voyez que ces paramètres sont appliqués actuellement. Pourquoi? Parce que ces 4 paramètres-là, ce sont vraiment les paramètres de la tarification dynamique, les paramètres principaux de la tarification dynamique dans PriceApps. Et donc, pour éviter en fait que les gens, eh bien, fassent des modifications de ces paramètres, on les laisse éteints. L'idée, c'est de se dire, ils sont appliqués par défaut et il vaut mieux les laisser en place. Pourquoi? On s'est rendu compte en fait que lorsque les gens laissaient la configuration par défaut de PriceApp, en général, ils avaient plus de résultats que s'ils commençaient à faire beaucoup de chipotage et de configuration dans les différentes personnalisations qu'on a en place. Bien entendu, si vous avez beaucoup de logements et que vous avez des logements très différents parce que vous avez des marchés très différents, à ce moment-là, les personnalisations plus spécifiques coulent de source. Mais en général, quand on a quelques logements, d'accord, le fait de laisser les personnalisations principales de PriceApp tourner et travailler vos prix, c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que ces différents paramètres, en fait, ils sont basés sur des données marché. Et donc, sur des données marché, à part les tarifs journée orpheline, pardon, et les ajustements basés sur l'occupation. Mais ces 2 paramètres sont très importants et sont très dynamiques, et ils vous permettent vraiment d'appliquer des remises ou des augmentations de prix sur base de ce qui est fait sur le marché. Donc ça, c'est assez précis et ça vous permet vraiment d'avoir des meilleurs résultats si vous les laissez en place. Donc, on va revenir juste dessus concrètement, d'accord? Donc les prix de dernière minute, eh bien, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller scruter votre quartier, les annonces qu'on a vues tout à l'heure, et il va aller regarder, d'accord, sur la dernière minute, comment fonctionnent les réservations. Quelles sont les réservations, enfin comment, eh bien, comment les gens calculent, enfin comment les remises de la minute sont calculées sur mon marché en dernière pour les réservations? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Quelles sont les remises qui réellement permettent d'avoir des réservations? Le système va venir scruter l'offre, la demande et la fenêtre de réservation et il va appliquer du coup des remises de dernière minute qui sont vraiment du coup ajustées à votre marché. Pour les tarifs lointains, on va être dans la même, configuration. C'est-à-dire que le système scrute l'offre, la demande et la fenêtre de réservation sur votre marché et à partir de là, il détermine quelles sont les meilleures augmentations à appliquer à vos prix, d'accord, longtemps à l'avance. Là, par exemple, si vous regardez, eh bien, vous avez à partir de 60 jours à l'avance une augmentation progressive de vos prix, d'accord, jusqu'à arriver à 19 d'augmentation après 172 jours. Donc l'idée, c'est d'augmenter les prix progressivement à partir de 60 jours et ensuite d'avoir une augmentation constante de ces prix. Vous allez me dire: «Mais pourquoi on augmente les prix longtemps en avance?» Eh bien, la raison, c'est de vous permettre de ne pas être loué à des prix standards, de ne pas être dans les premiers à être loué à des prix standards longtemps en avance. Exemple, pour avoir un événement, pas d'une très grande ampleur, d'accord, mais quelque chose qui est susceptible de faire bouger la demande sur votre marché, d'accord, et qui n'est pas encore détecté, au niveau, de la variation de la demande. Et si moi, par exemple, je vais à cet événement sur votre quartier et que je réserve 6 mois à l'avance, beh, je vais louer un prix très standard, à un prix, imaginons, voilà, je loue à 50 € la nuit, d'accord? Alors que quand on va se rapprocher de cet événement, beh, le marché va commencer à être saturé, peut-être que les prix seront plus à 50 €, mais à 100 €, d'accord? Donc l'idée d'avoir des prix plus élevés longtemps en avance, bah, si moi j'avais fait la réservation avec, des prix priceables, beh, ma réservation elle aurait été à 80 € au lieu de 50. Donc on vous permet en fait de ne pas louer à des prix trop bas longtemps en avance et de pas être dans les premiers à être réservés. Et si vous êtes pas loué longtemps en avance et que les prix augmentent, beh, vos prix vont s'ajuster à cette augmentation de la. Ensuite, on a les tarifs journée orpheline. Là, par défaut, le système vient appliquer une réduction de 20 sur les écarts de nuit ou mois. Et enfin, l'ajustement basé sur l'occupation. Là, le système, il vient scruter votre occupation, d'accord? Et en fonction de votre occupation, il ajuste les prix à la hausse ou à la baisse. Plus l'occupation est basse, plus les prix vont avoir tendance à baisser. Plus l'occupation est haute, plus les prix vont avoir tendance à augmenter. Donc ça, c'est pour du coup, les personnalisations principales. Et ce que vous pouvez faire maintenant, eh bien, c'est venir prévisualiser avant de faire une modification. Imaginons. Donc moi, ce que je vous recommande, ce qu'on recommande dans PriceApp, c'est de laisser ces paramètres toujours d'accord par défaut, en fonction du marché, comme vous le voyez ici, d'accord, en fonction du marché, de manière à, eh bien, avoir des prix qui s'ajustent du coup aux données sur le marché. Si par exemple vous dites, ok, d'accord, moi les tarifs journée orpheline, par contre, eh bien, je ne veux pas avoir, par exemple, une diminution de mes prix pour des réservations d'une nuit. Si j'ai un trou d'une nuit, je souhaite que les prix soient augmentés. Très bien, c'est ce qu'on peut faire. On va dire par exemple augmentation en pourcentage. J'indique ici une augmentation et là j'indique 15 la semaine, 15 le week-end pour par exemple des trous d'une et une nuit sur mon marché. Et avant de faire un sauvegarder les modifications, ce que je peux venir faire ici, d'accord, c'est vérifier les changements. Quand je clique sur vérifier les changements, vous allez voir ici cette courbe de prix, d'accord, qui va venir être
différente. Qui va venir être différente, c'est-à-dire qu'il va venir être modifié avec l'impact de cette personnalisation que j'ai mis en place. Alors les tarifs Journal c'est peut-être pas, le meilleur exemple parce que ça va pas faire modifier grandement nos prix. Je vais quand même cliquer sur vérifier les changements, voir si on a certains prix qui vont être modifiés. Ouais, quand même. Donc vous voyez que vous avez les prix finaux actuels qui sont, la courbe pointillée et ensuite vous avez les nouveaux prix, d'accord, en bleu. Vous voyez que là, les prix sont quand même plus élevés. Heu Les prix sont plus élevés, oui d'accord, je comprends pourquoi, d'accord. Là, les prix sont plus élevés, donc il prend toutes les potentiels New York Falling qu'il peut avoir dans mon calendrier et du coup, vous voyez que les prix sont plus élevés, eh bien, sur la courbe bleue. Donc le système, en fait, vous indique, si vous faites ces personnalisations, comment vont varier vos prix, d'accord? Donc ça, c'est très intéressant et c'est très important parce qu'avant de prendre une décision, avant de modifier une personnalisation qui est mise en place, vous avez la possibilité de voir, eh bien, comment cela va affecter vos prix. Si vous, mettez au lieu de 6 prochains mois ici, vous mettez l'année prochaine, vous allez voir, eh bien, c'est pris sur l'ensemble de l'année, d'accord? Vous pouvez également indiquer mes réservations l'année dernière. Si vous cochez la case ici, eh bien, vous allez voir, heu, alors vous avez des traits bleus, d'accord? Donc moi, j'ai pas eu de réservation l'année dernière, mais si vous avez des réservations l'année dernière, vous allez voir les prix de vos réservations l'année dernière, d'accord? Mis en comparaison, du coup, avec ces nouveaux prix. Donc, heu, ça, c'est vraiment important. Si vous souhaitez vraiment, eh bien, voir avant de faire une modification comment vos prix vont être ajustés, important de venir voir du coup, la prévisualisation pour voir comment vos prix vont être modifiés. Et autre chose que vous pouvez faire, alors si vous avez par exemple modifié différents paramètres, alors je vais le faire ici, hein, je vais, par exemple, je vais modifier également les prix dernière minute, comme ça vous donne un indice intéressant et on va dire par exemple, en graduel, je passe à 10 dans les 5 prochains jours. Hop, je vérifie les changements. Même chose, du coup, je regarde comment les prix vont être modifiés par le système. D'accord. Et donc, il y a une certaine modification qui s'est faite. Et si je coche la case ici prix avec personnalisation par défaut, là, ce que j'indique au système, c'est montre-moi les prix si je mets en place, si je ne mets pas en place de personnalisation, si je ne modifie pas la personnalisation par défaut de PriceApp. La personnalisation par défaut de PriceApp, pour rappel, c'est les quatre paramètres qu'on a vus avant, d'accord, qui sont mis en place par défaut. Et en général, cette personnalisation par défaut, elle est quand même bien ajustée au marché. Elle permet d'avoir de bons résultats. Donc, si je veux voir eh bien, la personnalisation par défaut, je coche la case. Et là, eh bien, le système, vous voyez, prix personnalisation par défaut, c'est la courbe noire, d'accord? Donc, je peux voir mes prix avant la personnalisation que j'ai mis en place, les prix après la personnalisation que j'ai mis en place et les prix avec la personnalisation par défaut, qui est du coup ce qu'on recommande en général quand on commande avec PriceApp, de laisser cette personnalisation par défaut, d'accord? Afin d'avoir quelque chose qui est ajusté sur votre marché. Si vous souhaitez mettre en place ces modifications, vous cliquez sur sauvegarder les modifications et sinon vous cliquez sur annuler les modifications. Donc ça, c'est pour du coup la possibilité de voir ce qui est actuellement appliqué, d'accord? Et de venir prévisualiser des changements. Alors, et donc alors, donc quand vous faites, vous avez des périodes bien spécifiques, d'accord? Vous avez, des moments que vous souhaitez traiter d'une manière différente, eh bien, ça vous permet assez vite de voir sur cette période en particulier si la personnalisation que vous avez mis en place, elle est du coup, pertinente. Donc là, je vais cliquer sur annuler les modifications, on va pas la mettre en place et on va revenir maintenant. Alors, je regarde tant qu'on y est, si on a des questions et je vois toujours pas de questions pour le moment, c'est parfait. J'imagine que cette présentation est claire jusqu'à maintenant. Parce que sinon, on aurait des questions. Alors, je reviens sur notre PowerPoint. C'est réduit. Donc, on en était. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, avec la prévisualisation des prix avant-après, vous pouvez voir avant de vous engager dans une modification qui pourra avoir un impact significatif sur vos prix, eh bien,
qu'est-ce qu'il y ait, comment les prix vont être modifiés. Et vous avez, alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais vous avez du coup, eh bien, les alertes intelligentes qui vous rappellent de sauvegarder les mises à jour. Donc c'est, concrètement, si on revient dans les modifications, ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va dire sur celui-ci. Concrètement, si je fais une modification sur mes prix, ici, le système va m'indiquer, par exemple, on va changer les tarifs lointains, pas de tarif lointain par exemple, et bien ici, le système va m'indiquer que la personnalisation n'est pas sauvegardée, va m'inviter à la sauvegarder. Alors je vois qu'on a une question. Alors, Emmanuel nous demande comment majorer les nuits sur les jours fériés. Je voulais dire hors paramétrage habituel, exemple J-5, baisse du prix. Alors, si vous voulez majorer les nuitées sur les jours fériés, alors vous avez différentes manières de faire. Je vais revenir dans Price Labs. La manière la plus simple, c'est de venir faire un ajustement depuis le calendrier, d'accord? Imaginons que vous allez par exemple, imaginons qu'on avait des jours fériés ici en février, d'accord? Par exemple, le 19 et le 20, vous cliquez sur le calendrier ici et vous viendrez indiquer, par exemple, pour le 19 et le 20, une augmentation du prix, d'accord? Soit vous le faites, vous mettez un montant fixe, soit vous mettez une augmentation, d'accord? En pourcentage, imaginons 20 d'augmentation, ça va vous augmenter le prix final du prix, le prix final qui est donc ça, ou alors vous pourriez indiquer également une augmentation du prix minimum. D'accord? Si j'indique par exemple une augmentation de 20 de mon premium, la différence, c'est que, eh bien, j'augmente uniquement mon premium et donc je donne la possibilité au système de peut-être monter encore plus les prix par rapport à l'augmentation sur, le prix final. Alors j'espère qu'Emmanuel, ça répond à votre question. Donc, revenons sur notre présentation. Alors, la prochaine étape qu'on va voir là maintenant, je vais partager cette autre page qui a disparu. Ça va être l'analyse de la concurrence via les données sur le quartier. Donc là, on va aller dans les données sur le quartier, on va voir dans un premier temps, eh bien, les marqueurs, de percentile, donc voir en fait sur, eh bien, où on se trouve, d'accord, en termes de prix par rapport au reste des logements, ça c'est très important, et voir comment on peut avoir un résumé, de ce qui est donné sur ce graphique avec l'IA Insight, donc l'intelligence artificielle qui nous donne des données, toujours intéressant à pouvoir lire. Donc, allons dans les données sur le quartier, je vous repartage ici. Parfait. Donc, quand vous êtes sur la calendrier tarification individuelle d'un logement, vous venez ici, données sur le quartier, et dans les données sur le quartier, eh bien, le premier graphique que le système va vous montrer, c'est le graphique de prix futur. Ce graphique de prix futur, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre l'évolution de vos prix représentés par la courbe noire par rapport au prix affiché des annonces Airbnb sur votre quartier. Mais avant d'analyser ce graphique, ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur le carré rouge ici. Et comme on a un logement de chambre, on va dire au système, moi je souhaite voir sur ce graphique uniquement les logements de chambre. Ce qui a du sens, d'accord, mais on va le faire quand même. C'est-à-dire qu'on met la boule qui est sur le 3 sur le 2, la boule qui est sur le 1 sur le 2. De cette manière, le système comprendra qu'il va nous montrer les prix des logements de chambre uniquement. Autre chose que vous pouvez faire, là, elle est mis, vous voyez, markup, markdown pour simuler le prix final. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une augmentation de prix sur les plateformes qui est configurée, un markup sur les PMS, Channel Manager, ou si vous augmentez le prix tout simplement, vous pouvez venir indiquer l'augmentation du prix que vous indiquez. Imaginons par exemple que je travaille, et moi ici dans ce cas-ci, je travaille avec le PMS Logify, d'accord? Et sur Logify, j'ai une augmentation de 15% sur Airbnb. Eh bien, afin de voir mon prix avec cette augmentation sur Airbnb, je viens indiquer ici 15%. Je clique sur appliquer. Et là, du coup, le système me montre donc les prix affichés des annonces Airbnb dans mon quartier qui sont pour les logements de chambre uniquement, d'accord? Ce que je vais faire, c'est déjà fait. Ici, j'indique l'année prochaine pour voir l'ensemble de l'année. Et là, eh bien, ce que je vois, c'est ma courbe noire, d'accord? La courbe, vous voyez si je mets mon curseur ici, final price, donc la courbe des prix finaux, et final price avec 15% de markup, oui, c'est un compte de démo, donc il y a encore certaines choses qui sont en anglais. Alors, si je mets final price avec 15% de markup, eh bien, je vois mon prix avec l'augmentation du prix sur les plateformes. Donc, je vois le prix final qui arrive sur la plateforme d'Airbnb. Ça, c'est vraiment important afin de savoir le prix vraiment réel que vous allez avoir sur Airbnb.
Important parce que ça, j'ai eu quelques cas ici récemment. Si vous travaillez avec Booking, si vous travaillez avec Airbnb et que vous avez des remises qui s'appliquent sur les plateformes, ayez en compte ça également, que le prix qui arrivera sur Airbnb, par exemple, ici à 115, si vous avez des remises qui s'appliquent, ce sera 115 moins la remise qui est calculée. D'accord? Donc ça, c'est important pour que vous l'ayez en tête. Du coup, PriceUp envoie l'information au PMS qui renvoie à Airbnb ou envoie directement à Airbnb. D'accord? Donc PriceUp n'a pas la main sur ce qui se passe sur Airbnb. S'il y a des remises qui sont appliquées sur Airbnb, elles s'appliqueront sur les prix de PriceUp. Même chose et encore plus important sur Booking.com. Sur Booking.com, vous avez les remises Genius, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez les remises mobiles qui s'appliquent également. D'accord? Donc ça, avec Booking.com, je sais que ça amène souvent de la confusion parce que Booking, en fait, a une manière de tarifer qui est différente et du coup, les prix qui arriveront dans PriceUp seront les prix sur lesquels s'appliqueront toutes ces remises. D'accord? Donc, prenez ça en compte dans le calcul de vos prix dans PriceUp pour ne pas avoir des réservations du coup avec un prix final à la nuitée qui n'est pas celui que vous aurez souhaité avoir parce que les voyageurs ont beaucoup de remises. Mais ça, encore une fois, si le voyageur a un Genius de niveau 3 et que vous participez au programme, ben, vous allez avoir des remises fortes qui s'appliquent. Donc revenons à nos moutons et à nos percentiles. Donc sur ce graphique ici, vous voyez du coup votre courbe noire, les prix finaux. Mon prix final par exemple pour le 25 mars, il est à 87 €. Mon prix final avec le markup, il est de 100 €. Et là, vous voyez trois sections de couleurs qui vous paraissent bizarres. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que sont ces percentiles? Eh bien, c'est une manière en fait de vous montrer les autres prix du marché. On a trois sections de couleurs qui correspondent à trois intervalles de prix, d'accord? Donc, on a une légende ici qui vous permet de lire ces sections de couleurs. Alors, ce que ça nous indique, c'est que la section grise, c'est les prix du marché du 25e au 50e percentile. Mais vous allez me dire que sont les percentiles dans PriceUp. Eh bien, le percentile dans PriceUp, c'est une manière de savoir où vous vous trouvez sur l'échelle tarifaire de votre marché. Si je prends tous les prix de votre marché, d'accord, que je classe de 1 à 100, 1 étant les prix les plus bas du marché, 100 les prix les plus hauts du marché, le percentile me donne une indication d'où je me trouve sur cette échelle tarifaire. En sachant que le percentile 50, c'est le prix moyen du marché. Donc, si je suis sur la section où les prix sont du percentile 25 au percentile 50, vous comprendrez que je suis sur les prix de la 25e position jusqu'à la 50, le prix moyen. Donc, je suis dans la part moyenne basse, c'est-à-dire prix moyen et un petit peu en dessous. Donc, on va être sur les prix assez bas du marché. Ensuite, on a les prix du marché du 50e au 75e percentile, la section rouge ici. Moi, personnellement, je la vois rouge. Peut-être que vous la voyez, enfin, je la vois rouge. Je la vois rose foncé, mais pour la distinction, on va dire que c'est rouge. Là, vous avez les prix du marché du 50e au 75e percentile. Donc, tout ce qui est au-dessus du prix moyen et un petit peu au-dessus jusqu'à arriver à la position 75. Oui, je suis belge, je ne dis pas 75, mais vous avez compris que 75, c'est 75. Et donc, eh bien, on arrive à la position 75, aux logements qui ont un pricing qui est assez élevé. Donc, on est sur les logements premium, les logements de gamme ou les logements pour lesquels on offre des choses, des services ou en tout cas pour lesquels on a quelque chose qui fait la différence. Donc là, on commence à être sur des prix qui sont un peu plus élevés. Et puis la dernière section, la section rose ici, et là, je pense que tout le monde la voit rose. Pour le coup, on est sur les prix du marché du 75e au 90e percentile. Oui, je dis 90 également. Et donc là, on est sur les prix les plus élevés du marché. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les biens haut de gamme et plus, d'accord? Donc, en sachant ça maintenant, eh bien, vous voyez assez vite où votre courbe noire ou la courbe bleue, si vous avez une markup, elle se situe, d'accord? Moi, j'ai un logement moyenne gamme. Je m'attends à être sur quelque chose qui est aux alentours du prix moyen, d'accord, sur l'ensemble de l'année. Peut-être que sur les fortes demandes, période de forte demande, je suis un peu plus haut. Mais en général, je m'attends à être aux alentours du prix moyen. Et si je vois que mon positionnement, d'accord, ma courbe noire, elle flirte avec le rose tout le temps sur l'année ou avec le gris, ben, je vais commencer à me poser des questions. C'est qu'il y a probablement un problème dans mon prix de base parce que les prix sont soit trop bas, soit trop élevés. Donc, si on a des prix qui seraient dans le gris, par exemple, toute l'année ici, d'accord, eh bien, je me dirais que mon prix de base est trop bas, donc j'irai augmenter un peu ce prix de base. Si à l'inverse, j'aurais des prix dans le rose, eh bien, toute l'année ou en tout cas la plupart du temps, prix de base probablement trop élevé, venir baisser ce prix de base, d'accord? Donc, moi, quand je regarde ici ma position tarifaire, bon, là, ici, je suis en basse saison avant juin, donc là, eh bien, là, ce que je vois, eh bien, c'est que mon prix de base est un petit peu trop bas ici pour la saison. Parce que là, quand je rentre en haute saison, là, on est pas mal. Ouais, non, en fait, si je regarde la courbe bleue, donc mes prix finaux, les prix sont quand même pas mal. On est aux alentours du gris et du rouge, donc aux alentours du prix moyen, et c'est ce que je m'attends à avoir. Donc, c'est important, un outil tarif gastronomique, dans les périodes de basse saison, vous allez être assez bas. L'idée, c'est d'être compétitif pour avoir un maximum de réservations et de taux de remplissage. Sur les périodes d'haute saison, et notamment longtemps à l'avance, avec le paramètre de tarif lointain, vous allez avoir des prix qui sont plus élevés, d'accord? Et ça, c'est logique. C'est l'outil de tarification qui veut ça. On gonfle vos prix longtemps à l'avance, d'accord?
et donc c'est pas anormal non plus. Et puis ici, je reviens sur quelque chose qui est, vous voyez, entre le rouge et le gris à chaque fois, donc mon positionnement est pas mal. Si vous n'aimez pas la lecture graphique, d'accord, vous préférez quelque chose de textuel, eh bien on a l'IA Insight ici qui va vous faire du coup une analyse de ce qui est proposé sur ce graphique. Et donc, le système vous donne une lecture, d'accord, de ce graphique avec les éléments clés, les périodes de haute et de basse saison et les moments où les prix sont les plus élevés. Ça, c'est pour l'IA Insight. Autre chose très importante sur ce graphique que j'aime beaucoup, c'est le prix du marché réservé au 50e percentile. Si je coche, j'ai une nouvelle courbe qui vient s'aligner, qui vient s'ajouter. Important, si vous souhaitez retirer quelque chose, d'accord, du graphique, par exemple, le markup, je n'ai plus envie de le voir, je clique ici et la courbe ne s'affiche plus. Ou par exemple, le last in price ici, je le retire et donc ça ne s'affiche plus. D'accord? Donc, quelle est la différence entre le market book price et les prix affichés ici? Eh bien, les différentes sections de couleurs montrent les prix affichés des annonces Airbnb, c'est-à-dire les prix que mettent les autres, d'accord? Donc parfois les autres peuvent être irrationnels et s'emballer énormément dans les prix. Par contre, le prix moyen réservé du marché, eh bien c'est le prix réellement payé par le voyageur actuellement. C'est-à-dire que c'est la disposition du voyageur à payer, ce qui nous permet de retomber sur terre, d'accord, quand on s'emballe un peu en termes de prix, et de se dire, OK, moi j'ai un prix assez élevé, par contre je vois que le voyageur, lui, n'est pas disposé à payer plus que ça, donc est-ce que mes prix sont raisonnables ou pas? C'est une information qui nous permet du coup de prendre cette décision et de revenir peut-être sur des prix qu'on a mis en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, que je vous invite vraiment à utiliser pour parfois avoir les pieds sur terre et peut-être, ne pas trop s'emballer au niveau des prix. C'est ce qui est arrivé notamment sur Paris l'année dernière. Si vous êtes sur Paris, vous avez vu que les prix étaient, assez fous et ce genre d'information permet de se retomber sur terre et de savoir qu'il faut peut-être pas trop exagérer, que les gens ne vont pas payer non plus 6 000 € pour une nuit à Paris. Donc, ça c'était pour le graphique des prix futurs et la dernière chose qu'on va voir maintenant, alors si mon la présentation veut bien, ça va être les concurrents directs. Donc on reste dans les données sur le quartier et je vais vous montrer comment venir utiliser ces données-là qui sont également très importantes à mon sens, d'accord? Donc dans les données sur le quartier, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande vivement d'aller visiter, d'accord? D'aller voir parce que vous avez beaucoup de choses qui vous sont données ici dans les données sur le quartier et qui vous permettent vraiment de comprendre mieux comment fonctionne votre marché. Donc, je ne vais pas revenir d'accord sur les autres sections pour le moment, mais je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont très intéressantes. Ce qu'on va voir ici, c'est la carte des concurrents. Là, ce que le système vous propose, eh bien, c'est une carte de tous les concurrents qui sont dans votre zone. Donc, concrètement, vous avez pour chaque point, d'accord, qui est une annonce Airbnb, vous voyez ici, vous avez une légende, d'accord. Plus on est sur le bleu, plus le logement est économique, plus on va vers le rouge, plus le logement est cher. Et donc, vous voyez eh bien votre logement, d'accord, représenté par le petit curseur ici et toutes les annonces qui forment le quartier aux alentours. D'accord. Et vous me direz, OK, c'est très bien de les voir sur cette carte. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est de cliquez, à chaque fois lorsque l'annonce il faut rentrer un petit peu plus, voilà et là, vous pouvez, par exemple, faire afficher l'annonce. Si vous cliquez sur le lien ici, vous avez l'annonce Airbnb qui s'ouvre. Mais il y a encore mieux que de faire ça, c'est de venir cliquer sur gérer les concurrents. Si vous cliquez ici sur gérer les concurrents, ce que vous pouvez faire, c'est de faire apparaître jusqu'à 10 concurrents que vous aurez soigneusement choisis au préalable afin, eh bien, d'aller voir comment ces concurrents fonctionnent. Et vous allez voir ce qu'on peut en tirer comme données, c'est très intéressant. Par défaut, moi, je vais prendre les 10 premiers, donc par défaut, en fait, le système classe par distance les concurrents. Donc, on prend les 10 plus proches de chez nous. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller voir les annonces Airbnb de ces concurrents et d'aller choisir ceux eh bien, qui sont le plus proches de vous, d'accord, afin d'avoir du coup une comparaison avec des concurrents avec qui il est important de se comparer. Parce que si vous comparez, si vous avez un logement 3 chambres, bah, vous allez être qu'avec des logements 3 chambres. Mais si vous avez un logement haut de gamme et que vous comparez avec un logement bas de gamme, est-ce que c'est intéressant pour la comparaison? Pas forcément. Si vous êtes situé, comme dans ce cas-ci, sur le port et que vous comparez avec un logement qui est à 500 mètres du port ou à 1 kilomètre du port, c'est pas forcément intéressant non plus. Donc l'idée, c'est de se comparer avec des logements qui nous sont similaires, avec des localisations similaires pour être sûr qu'on vient se comparer avec des choses qui sont comparables. Et une fois qu'on a sélectionné nos logements, on vient cliquer sur actualiser les données. Et lorsque c'est fait, alors le système par défaut, le calendrier des concurrents, il nous montre ici l'évolution des prix, d'accord, sous forme graphique. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'on veut voir nous, c'est le tableau.
Le tableau, en cliquant dessus, eh bien, le système, voilà, il montre cette beauté, c'est-à-dire un calendrier où vous voyez votre annonce ici. D'accord. Première ligne, c'est votre annonce, les prix de votre annonce, la durée de séjour de votre annonce, les différentes dates du calendrier. Si vous êtes loué, eh bien, c'est barré. Si vous n'êtes pas loué, c'est toujours disponible, c'est pas barré. Les prix avec le markup que vous avez configuré, donc les deux premières lignes, ce sont votre annonce. Et puis ensuite, vous avez toutes les annonces que vous avez sélectionnées au préalable. Première chose, vous avez le lien vers l'annonce Airbnb. Si vous cliquez, vous avez l'annonce Airbnb qui s'ouvre. Et puis, vous avez trois colonnes. Les trois premières colonnes ici, elles vous montrent des informations très importantes. Dernière actualisation des prix. Autrement dit, la dernière fois que le système de Price Tabs a été prendre les prix sur Airbnb pour ce logement en question. Pour le premier, par exemple, c'est 15 heures, il y a 15 heures, d'accord. Ensuite, la deuxième colonne, les frais de ménage. Est-ce que cette annonce pratique des frais de ménage? Oui. Et bien, de combien sont-ils? Par exemple, cette annonce-ci, elle pratique 104 € de frais de ménage, c'est assez élevé, on va pas se mentir. Et donc, ça vous donne un indice, enfin, une information très importante afin de savoir eh bien quel serait le montant de la réservation si on réserve chez eux. Et enfin, les frais de service, aussi très important. Est-ce que l'hôte en question, il répercute les frais de service de Airbnb sur le voyageur ou pas? En général, si on les répercute, le voyageur pèse, je pense que c'est 14% et vous, c'est 3%. Ça dépend un peu des comptes, mais en général, c'est ça. Et par contre, si vous voyez host only fee, ça veut dire que l'hôte prend à sa charge tous les frais Airbnb. Et dans ce cas-là, eh bien, pour le voyageur, l'addition est moins salée. Donc, ces informations, elles sont très importantes pour voir si vous êtes compétitif. Pourquoi? Parce que moi, ici, je regarde. Si je me dis, OK, j'ai des prix assez élevés, d'accord, avec mon markup, par exemple, pour le 28 février. Ou vous vous dites, je ne loue pas pour le 28 février, pourquoi? Bien, vous viendrez voir, OK, quel est le prix final sur Airbnb, vous êtes à 115, et puis vous pouvez venir comparer euh, avec ces différents concurrents. Si par exemple, vous voyez ici, bah, celui-là, ah oui, il est moins cher que moi. Oui, il est moins cher il est moins cher. Par contre, lui, il répercute sur le voyageur, donc 13% du prix à l'unité, plus 49 € de frais de ménage. Quand vous faites le calcul, quand vous faites la somme, au final, vous vous rendez compte que, et au final, vous êtes plus compétitif que lui. D'accord. Donc, alors là, j'ai pris un exemple un peu particulier, mais si par contre, vous savez que vous avez 50 € de frais de ménage, vous êtes aussi en split fee, ben, ça vous permet de calculer en fait, parce que là, le prix que vous allez à l'unité ne détermine pas seulement ce que le voyageur va payer. Là, ici, mon prix à l'unité, il est à 115. Par contre, si j'ai 50 € de frais de ménage, il faut les ajouter. Si j'ai les split fees et je fais répercuter les prix, la commission Airbnb au voyageur, j'ai encore ça en plus qui s'ajoute. Donc, ça vous permet de voir, eh bien, de vous comparer le prix total de votre réservation à la nuit par rapport à d'autres concurrents pour lesquels vous avez toute l'information. Donc, ce calendrier de concurrents, il est très intéressant parce que si à un moment donné, vous vous dites, OK, moi, il y a cette période pour laquelle j'ai une très faible occupation, dans Pricer, vous avez deux levées d'action. Vous avez les prix et vous avez les durées de séjour. Les prix, vous pouvez venir voir via ce calendrier, est-ce que vous êtes compétitif ou pas par rapport aux concurrents, direct, c'est important, d'accord. Vous pouvez voir via les graphiques de prix futurs aussi. Et donc, vous pouvez vous poser la question, OK, si mes prix sont compétitifs, pourquoi je ne loue pas? Ça peut être les durées de séjour par la suite. Si vous faites du 4 nuits dans une période où le système vous montre qu'en général, les gens font du 2 nuits autour de vous, ça peut être un indice également. Ça peut être un levier que vous pouvez actionner afin d'aller chercher plusieurs réservations. Donc, dans PriceUp, vous avez ces deux leviers, les prix, les durées de séjour. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, calendrier concurrent, ici, vous avez les prix futurs. Eh bien, vous pouvez voir eh bien, si vous êtes compétitif en termes de prix. Autre chose qui ne faisait pas partie de la présentation du jour, mais qui est important ici, l'historique du marché. Et ce que je voulais vous dire, c'est si vous mettez votre souris, vous cliquez sur LES moyen du marché, vous voyez la durée moyenne de séjour sur votre marché. Ça, c'est très important parce que si par exemple vous me dites, voilà, en janvier, c'est du 2 nuits, et vous faites du 4 nuits, vous posez la question de pourquoi vous ne louez pas. Mais en général, si les voyageurs cherchent du 2 nuits, que vous faites du 4 nuits, il y a de grandes chances qu'on ne va pas vous réserver. Donc ça, c'est des informations très importantes parce que ça détermine aussi eh bien, la probabilité d'avoir des réservations si on est dans ce que les gens cherchent à ce moment-là ou pas. OK, beh, écoutez, est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois toujours pas, c'est magnifique. C'est très rare d'ailleurs qu'il y ait pas de questions, donc j'imagine que c'était limpide, clair comme de l'eau de roche. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que pour le webinaire, donc l'information qui était à présenter, eh bien, on a fait le tour. Donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Je suis là pour y répondre. Alors
Le temps que vous écriviez ou pas d'ailleurs, hein, mais sachez que le webinaire du jour a été enregistré. Il va vous être envoyé dans les prochains jours, d'accord? Pour que vous puissiez le visionner autant de fois que vous le désirez ou pour que vous puissiez le montrer à vos collègues s'ils n'ont pas pu assister par malheur à cette présentation aujourd'hui. Tant qu'on est dans l'outil, je vous montre quelque chose de très important également. Chez PriceHub, on a un système de support incroyable avec des collègues qui font un travail magnifique. Le support, comment y accéder? Vous cliquez ici sur le point d'interrogation. Vous avez discuté avec nous afin de joindre les gens par le chat. Le chat, si vous avez un problème urgent ou alors si vous avez une question urgente, vous vous demandez pourquoi eh bien, cette personnalisation fait ceci ou quelle serait la meilleure personnalisation à mettre en place pour telle chose. Si c'est vraiment urgent, discutez avec nous. Vous avez quelques questions pour orienter le chat, pour savoir vers quoi on va vous orienter. Demandez de parler à un agent. Vous avez un moment parler avec un agent. Vous allez être mis en contact avec nos collègues, d'accord? Le chat est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 5 jours sur 7, pardon, et écrire au support ici, d'accord? Là, c'est envoyer un mail, un ticket dans notre plateforme de ticketing. Et là, par contre, le support est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vraiment, notre support, il répond très rapidement. Pour le chat, on vous répond directement à moins que ce qui peut arriver, c'est qu'on soit débordé à certains moments et que mes collègues ne vous répondent pas dans les quelques minutes, mais généralement, on vous répond tout de suite. Et pour les tickets que vous allez créer, on vous répond dans les quelques heures tout le temps. Donc, n'hésitez pas vraiment, le support est très performant chez PriceUp. C'est vraiment quelque chose qu'on met en avant chez nous parce que vous avez toujours quelqu'un qui est là pour vous aiguiller. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours là, toujours disponible. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez ici, via formation, toutes les ressources qui vous sont disponibles également pour vous aider, vous orienter et vous accompagner dans votre expérience PriceApps. Eh bien, écoutez, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Je vais terminer la session sur ceci. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Ah, je vois qu'on a une question quand même qui s'est lancée. On a Emmanuel qui demande quand on met en place des conditions, comment faire pour que l'interfolie ne s'applique pas sur certaines dates. Alors, vous avez la possibilité de venir dans les durées de séjour. Si je reviens. Alors, si la question, Emmanuel, c'est je souhaite mettre en place des durées orphelines sur certaines dates particulières, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de venir. Ça fait pas partie de la présentation aujourd'hui, je vous le montre, d'accord, mais je vous conseille d'aller, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais je vais vous le montrer. Vous avez dans pré-réglage intelligent des profils saisonniers personnalisés. Je clique dessus et dans profils saisonniers personnalisés, ce que vous pouvez faire, cliquez sur modifier le profil. Vous pouvez ici, saison répétitive ou non répétitive, on peut choisir non répétitive, page, indiquer un nom de saison, par exemple été, indiquer une date de début, date de fin, et là dans profil de nuitée, d'accord, vous pouvez venir créer un nouveau profil. Si je le fais, vous avez la possibilité de venir rentrer des durées de séjour, d'accord? Pour cette saison-là, imaginons que j'ai créé l'été du 1er juin au 30 août, 31 août, eh bien pour cette période-là, j'aurai ici une durée de séjour que je vais configurer qui va être différente et des nuits orphelines que je vais pouvoir configurer uniquement pour cette période-là. D'accord? Donc je ne rentre pas dans le détail là-dessus parce que ça ne fait pas partie de la présentation d'aujourd'hui, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous recommande de contacter notre support afin qu'il vous guide dans la configuration de ces séjours orphelines. Donc j'espère que ça a répondu à votre question, Emmanuel. Et également depuis le calendrier, hein, tant qu'on est là, depuis le calendrier, vous pouvez aussi spécifier des durées de séjour particulières, d'accord, en venant ici, cliquez sur une date, vous indiquez la date de début, date de fin de la période et vous indiquez la durée de séjour que vous souhaitez appliquer pour cette période-là, d'accord? Donc là, on ne parle pas de journée orpheline, on parle de durée de séjour en général, mais vous pouvez spécifier, imaginons que moi je passe à du 3 nuits, par exemple, du 12 février au 21 février, et bien moi je décide de mettre du 3 nuits, comme ça je n'aurai pas de réservation de plus courte durée. Et là, vous voyez que le calendrier m'indique ici, c'est du 3 nuits minimum. Parfait. Ben, écoutez, merci à tous. Je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous permettra d'améliorer votre expérience avec PriceApp. Je vous remercie encore et je vous dis bonne continuation et à très vite. Merci à tous.